Mm. Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire qui va parler de la solidarité internationale et de la décolonisation. Alors, on souhaite vous parler des résultats de l'étude qui a été faite au Burkina Faso. Moi, je m'appelle Suzy et en fait, à l'époque, j'étais responsable pour Burkina Faso en tant que coordinatrice programme, mais aujourd'hui, je suis l'hôte. En fait, d'abord, le webinaire est enregistré et vous pouvez regarder plus tard via le site web. Si ça pose problème pour quelqu'un, alors n'hésitez pas de quitter le webinaire, évidemment. Euh, En fait, ceci c'est également un webinaire bilingue. On a des interventions en néerlandais et en français. On a la traduction simultanée qui a été prévue. Et là, vous pouvez sélectionner en fait le canal interprétation ou interprète. Là, il faut d'abord cliquer sur les trois petits points. Là, vous avez un petit globe et vous pouvez choisir pour la traduction vers le néerlandais ou vers le français. En fait, moi, j'aimerais également vous demander de d'éteindre votre micro lors du webinaire, sauf s'il faut parler, évidemment. OK, voilà. Ça, c'était les infos pratiques. Maintenant, j'aimerais brièvement vous parler comment ça va fonctionner. D'abord, je donne parole à Sten de Reu. En fait, c'est chef d'équipe pour bon, l'aspect politique chez Broeder Delen. Et puis, on va vous parler, en effet, de pourquoi est-ce qu'on a fait ces études et puis par après, ça va être Tokomassi, en fait, qui est le représentant pays de Burkina Faso, en fait, qui va nous parler de la méthodologie et des recommandations. Puis par après, on a deux représentants de notre partenaire ODJ, Djempani Lokawande et Mohamed Dagano. Ils vont vous parler, en fait, de comment ils vont, en effet, mettre dans la pratique ces recommandations. Et puis finalement, je donne la parole à Kathleen Kuipers, en fait coordinatrice programme chez BD, afin de pouvoir réfléchir sur ces recommandations vis-à-vis en fait des NGO belges. En fait, si tout le monde respecte en fait le timing, là on a encore une demi-heure, 30 minutes pour poser des questions. Alors pour une session questions-réponses, vous pouvez poser vos questions en direct ou vous pouvez également les mettre dans le chat, hein. C'est à vous de choisir. Mais évidemment, il faut bien mentionner qui vous souhaitez en effet poser une question. En fait, vous pouvez poser votre question en néerlandais ou en français et c'est les interprètes qui vont traduire. Alors, voilà, maintenant je donne la parole à Sten. Bonjour, chers collègues de notre secteur de la solidarité internationale. Je vous souhaite également la bienvenue, hein, à notre webinaire consacré vraiment aux résultats de notre recherche étude sur la délocalisation au Burkina Faso. En fait, je m'appelle Stène Heureux et je suis chef d'équipe politique chez BD et également coordinateur du projet de décolonisation au sein de BD. En fait, BD a été fondé en 61. En fait, c'était l'année qui suivait l'indépendance du Congo. Et en fait, dès le début, en fait, nous avons essayé de donner aux partenaires vraiment un rôle central dans nos opérations. Et en fait, parfois, c'est plus facile hein, bon, que les autres fois, mais bon, euh, on est évidemment, on a changé évidemment nos points de vue sur la manière de travailler avec les partenaires et ceci a évolué au fil des décennies. Et ceci a également inspiré en fait les personnes en Belgique. Euh, et en fait, ce qui est important, c'est également regarder les commentaires, les critiques des partenaires pour regarder comment est-ce qu'on peut façonner notre solidarité internationale. Mais pour travailler vraiment avec cette contribution, cet input, nous avons lancé en 2022 notre propre projet de décolonisation interne. On a créé quelques groupes de travail et en fait, l'organisation entière est en train de réfléchir sur des partenariats égaux, organisation inclusive, prise de décision inclusive, une création de mouvements internationaux et diversifiés. Et également, nous avons réfléchi sur notre propre histoire, en fait. Nous avons fait un trajet tangible en identifiant les défis, opportunités, évidemment. Et au sein de ce trajet, on essaye vraiment d'impliquer au maximum nos partenaires et vraiment de les mettre, disons, un peu, bon, là, en tant que direction hein, pour ce trajet. Et en fait, une façon, c'est comme, par exemple, faire ces recherches scientifiques comme l'étude de Burkina Faso dont on va parler aujourd'hui. En fait, c'était la société civile. euh,
au Burkina, en fait, qui elles-mêmes ont estimé qu'elles avaient besoin d'un apport scientifique plus important pour pouvoir vraiment avoir une conversation plus fondée ou profondée sur la décolonisation. Et en fait, ça, c'est vraiment l'objectif, hein, vraiment avoir des études, recherches faites pour et par les acteurs du Burkina. Et bon, BD en Belgique et également les autres pays partenaires, nous sommes heureux de pouvoir en effet regarder ces recherches, ces études. Voilà pourquoi BD a financé cette recherche en collaboration avec l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et RCN Justice et Démocratie. En fait, la recherche a eu lieu pendant l'automne de 2023 et a été menée par Afrique Avenir, une institution de recherche basée au Cameroun. Et en fait, ça, c'était un choix important, hein, parce que maintenant, on a un rapport sur la discussion au sein de l'Afrique de l'Ouest menée par des universitaires académiques de l'Afrique de l'Ouest et coordonnée par des organisations du Burkina. Et ça donne, en fait, un résultat parfois surprenant. Parce que, bon, vous avez peut-être déjà lu le rapport et le résumé, et peut-être vous l'avez déjà vu, hein. On a un langage utilisé qui est tout à fait différent, hein, quand on le compare avec une étude occidentale. Également, les priorités et les recommandations sont parfois également surprenantes, hein. Euh, et quand on regarde aujourd'hui, en fait, la façon comment on regarde ces défis en Belgique ou au Burkina, on voit que parfois le point de vue est tout à fait différent. Et évidemment, on a des critiques, on a des évidents bien évidentes, on a des points de vue nuancés. Et c'est un rapport qui montre que la décolonisation, en fait, ce n'est pas tout simplement un transfert de pouvoir ou modifier l'image ou quelques mots. Non, il s'agit vraiment de se comprendre malgré les différences linguistiques et culturelles. En fait, en interne, on a également vérifié et expliqué bon, ces études et ces recherches lors d'un webinaire interne et les partenaires et collègues de l'Afrique, Amérique latine et Belgique, ils ont participé à ce webinaire interne et en fait, chacun a traité l'information différemment. Parfois, il y avait de l'unanimité concernant le contenu, parfois, il y avait de l'ambiguïté. Parce que bon, bon, qu'est-ce qu'on comprend quand on regarde ces défis de la décolonisation? Alors, il est bien clair, chers collègues, que là, c'est tout à fait différent selon le contexte. Nous espérons évidemment que le webinaire d'aujourd'hui peut être une source d'inspiration pour vous tous, hein, également pour nous. Mais en fait, on ne va pas vous donner des réponses. Ce n'était pas l'intention, non, pas du tout de l'étude, parce que ce n'est pas possible dans un dynamisme tellement complexe, mais ça donne quand même matière de réflexion et ça nous stimule, ça nous active afin de pouvoir travailler avec de l'enthousiasme, mais également avec un esprit critique. Parce que créer de l'équivalence, c'est pas simplement modifier les structures, images, non, il faut essayer de se comprendre, il faut en effet avoir une conversation honnête, franc, ouvert, et nous espérons que ce webinaire pourra vous aider. Alors, chers collègues, je vous souhaite, bon, un bon webinaire. N'hésitez pas à partager vos questions, réflexions ou vos doutes avec les autres participants. Alors, bonne chance. Merci, Sten, de nous donner en effet un cadre pour ces recherches et ces études. Maintenant, je donne la parole à Tokomassi, en fait, au Burkina Faso, parce qu'en effet, il va nous expliquer en effet les recommandations les principales. À Tokoma, vous avez la parole. Votre micro est éteint, monsieur Si. Alors, Les partenaires se sont dit qu'il y a un aspect essentiel, en fait, qu'on n'a pas suffisamment questionné. Et cet aspect-là, c'est que est-ce que nous-mêmes, en travaillant avec des communautés locales, on ne reprend pas, en fait, les mêmes tares de la colonisation?
est-ce qu'on n'est pas en train d'asseoir aussi des inégalités? Est-ce qu'on n'est pas en train de construire euh, de l'injustice quoi, en réfléchissant, en travaillant, en développant des approches avec nos communautés de base? Et ça, c'est puissant parce que ça veut dire que ils n'ont pas commencé en fait à pointer du doigt des populations ou bien des pays ou bien des communautés. Ils ont retourné la caméra vers eux-mêmes pour regarder est-ce que on peut faire mieux. Est-ce qu'on ne crée pas de l'injustice aussi en développant un programme? Et c'est comme ça que ça a démarré. Et ça, c'est intéressant. L'autre point aussi, c'était que, évidemment, on vit dans un contexte, c'est le Sahel, où on sentait qu'il y a un vrai bouillonnement. Le Sahel est en train d'exploser dans tous les termes de ce sens-là. Et on a mis volontairement cette carte-là pour montrer, si vous regardez, le nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux en Afrique, c'est 70 millions en Afrique de l'Ouest. Comparativement à l'Afrique de l'Est aussi, qui est très étendue, hein, on a 49 millions. On comprend qu'ici, en fait, il y a une énorme euh, euh, quantité, si je peux l'exprimer comme ça, de jeunes qui s'intéressent en fait à leur devenir, à leur avenir. Évidemment, l'insécurité aussi a rajouté aussi à cela, parce qu'en fait, les populations, essentiellement les jeunes, se posent la question, mais en fait, on vit l'insécurité, on ne peut plus se mouvoir, on n'a plus de liberté et, et les États ont failli, la communauté internationale aussi. Et il y a eu tout un mouvement de colère, de prise de conscience, de réflexion autour de cela. Pourquoi la situation est actuellement celle-là? En fait, ça vient de ça. Ça, c'est la deuxième raison. Et cette deuxième raison, j'inviterai aussi à bien la considérer parce que le décolonial a commencé depuis bien longtemps, mais c'était avec des intellectuels qui pouvaient lire des livres parce que tout le monde ne pouvait pas lire des livres, mais à un moment donné, ils se sont dit, mais est-ce que ce qu'on dit de l'Afrique, des Africains, est-ce que c'est vrai? C'est certainement pas vrai. Nous, on ne réfléchit pas comme ça. Nous, on n'est pas comme ça. Et ça a commencé comme ça. Ils ont commencé à réfléchir, à créer une association d'intellectuels euh, africains qui voulaient produire en fait des livres, des réflexions, qui faisaient des analyses sur l'Afrique. Donc, des analyses de l'Afrique, mais venant des Africains. Et ça, c'est important. Mais ça, c'était la phase des intellectuels. Maintenant, ce que l'on voit, c'est un mouvement beaucoup plus puissant qui échappe même aux intellectuels parce qu'en fait, c'est la masse populaire à travers les réseaux sociaux qui se questionne, qui s'informe, qui s'organise et qui est furieux de voir qu'en fait, pendant des années, on leur a donné une autre version d'eux-mêmes. Et ce mouvement-là, justement, ça devient puissant et c'est pour cela que tous les coups d'État, etc., que l'on voit aujourd'hui viennent de là. Parce qu'en fait, il y a une énorme contestation, une énorme colère, en fait, qui vient de cette jeunesse. Et je crois que ces deux mouvements-là, il faut bien, à mon avis, les comprendre pour pouvoir comprendre, en fait, ce qui se passe actuellement au Sahel. C'est véritablement un laboratoire de ce que l'Afrique deviendra dans peut-être 10 ans, dans 20 ans. Et c'est pour ça que le Sahel, on doit porter énormément d'attention dans ce foyer-là qui s'appelle le Sahel. Euh, maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on construisait le programme en 2021, la question, c'était de retourner la caméra sur soi-même. Et l'exercice que nous proposons, et quand je dis nous, c'est BD avec les partenaires, parce que en fait, on n'a même pas impliqué les partenaires. C'est les partenaires qui nous ont impliqués pour une fois. Et ça, c'est intéressant aussi. Mais l'idée, c'est de questionner ensemble des faits historiques pour voir comment est-ce qu'ils nous ont conditionnés et d'ailleurs, ils continuent à nous conditionner pour pouvoir les déconstruire ensemble. Mais dans un mouvement d'ensemble, ce n'est pas l'Afrique doit réfléchir isolément, l'Occident isolément, mais en fait, c'est tous ensemble parce qu'on est tous victimes en fait de ce processus. C'est un peu, c'est vraiment des mécanismes de racisme populaire qui ont été créés à travers, par exemple, les eaux humains, à travers voilà, tout ce que Darwin, etc., a réfléchi, qui ont fait que
on est ce qu'on est aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut justement changer cela. Et slide suivant, Arthur. Euh, En ce qui concerne la méthodologie, je vais en parler très rapidement parce que la méthodologie aussi a été un point très important dans notre réflexion parce qu'il y a eu 35 acteurs à peu près qui ont participé à cette étude-là. Il y avait 10 ACNG belges déjà. Sten en a cité quelques-uns. Il y avait aussi leur représentation ici, quand c'était possible, au Burkina sur le terrain. Et puis, il y a 10 ONG locales ou associations burkinabé, et puis 6 communautés de base. On voulait aller jusqu'à 10, mais bon, on s'est arrêté à 6 pour des raisons euh, voilà, de temps, mais aussi de budget. Et ça, c'était un peu dommage. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu quand même près de 200 heures d'enregistrement durant environ 4 mois. On l'a fait aussi de manière anonyme. Donc, ça veut dire aussi, et ça, c'est peut-être le côté un peu euh, disons, l'inconvénient quoi, de cette méthodologie. On n'a pas livré les résultats par organisation. Peut-être que certaines organisations auraient été intéressées de savoir, bon, voilà, j'ai participé à l'étude, qu'en est-il de moi? Mais on l'a fait de façon anonyme pour que les gens puissent s'exprimer de façon sécurisée. Et ça aussi, c'était important. Mais ils ont fait réellement 200, plus de 200 heures d'enregistrement. Et aussi, il y a, comme mon collègue Stan le disait tout à l'heure, hein, c'est une université, en fait, c'est une fondation adossée à une université qui a un rayon de bibliothèque de 100 mètres à peu près, où ils ont collecté toute une mémoire africaine, interroger en fait des personnes âgées pour pouvoir les visionner et pouvoir aussi, disons, faire sédimenter toute cette connaissance-là, parce que c'est ça aujourd'hui qui manque à l'Afrique. Elle a été orale, maintenant elle est en train de devenir plutôt, comment on va dire ça encore, de passer en fait à une tradition beaucoup plus écrite. Et ça, c'est intéressant. Et il y a des gens qui travaillent à ça. Au niveau de cette université-là, ils ont développé des modules pour déconstruire, pour aider à déconstruire avec des étudiants, etc. Donc, ils proposent une méthodologie. Parce que jusqu'ici, on a eu des gens qui ont réfléchi sur le décolonial, mais qui proposaient plutôt quelque chose d'assez théorique. Eux, ils l'ont transformé en toute une méthodologie et en des modules de formation. Et ça, c'est intéressant et c'est nouveau. Euh, il y a aussi une chose que je dois dire, et ça c'est la petite anecdote. En fait, ils ont beaucoup critiqué le fait que ils n'ont pas pu se déplacer du Cameroun vers l'Europe parce qu'ils se disaient, pour une fois, pourquoi on ne va pas euh, donner l'opportunité à des chercheurs africains d'aller questionner en fait les sièges à Bruxelles? Parce que souvent, c'est le mouvement inverse qui se fait. Mais pourquoi on ne le fait pas? On a dû expliquer, c'est à la quatrième explication, pour leur dire qu'en fait, c'était lié à une question de budget qu'ils ont accepté. C'est vous dire un peu l'esprit dans lequel aussi cette étude-là a été faite. Ils trouvaient que c'est vraiment un privilège que nos sièges se sont donnés en en faisant juste des interviews via le Zoom. Parce que aussi bien les organisations locales ici, les communautés, ont été interviewées, mais directement sur le terrain. Et ils voulaient que ce soit exactement pareil aussi au niveau des sièges. Mais évidemment, on a dû comprendre que ça nous coûtait très cher, quoi. Et donc, voilà. Mais juste pour faire comprendre un tout petit peu comment est-ce que cette étude-là s'est construite. Arthur? Une chose aussi qu'on a remarqué, en fait, c'est qu'on utilisait les mêmes concepts, mais avec des interprétations totalement différentes. Donc, ce graphique-là, juste pour montrer que, par exemple, ici en Afrique, dans les communautés, dans les associations locales, etc., quand ils parlent du décolonial, ils parlent beaucoup plus de lutte. Au niveau Belgique, on parle beaucoup plus de partenariat égal. Tu vois? Donc, décolonial ne veut pas dire exactement la même chose pour tout le monde. Et ça, c'est déjà un problème. Mais on va certainement en reparler un peu plus tard. Euh, Maintenant, quelques résultats clés. Un, c'est déjà quelques aspects généraux. C'est que l'étude montre que il y a certes du chemin à faire,
mais qu'il existait quand même des pratiques intéressantes. Et ça, c'est bien. On trouve sur le terrain, en fait, des pratiques, des organisations, des ACNG, en fait, qui ont une réelle volonté pour changer les choses. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué, je pense, l'étude. Mais évidemment, il y a une suspicion en fait de mise, quoi. Beaucoup d'organisations aussi se demandent, mais réellement, est-ce que cette volonté-là, est-ce que ce n'est pas lié à un agenda caché, etc. Il a fallu à chaque fois, en fait, donner l'exemple du Burkina pour dire que non, ça ne vient même pas de Bruxelles. C'est au niveau du Burkina que tout cela a été construit. Mais maintenant, je ne vois plus voilà, l'écran. Voilà, merci beaucoup. Euh, Aussi, ce qui a été ressorti aussi lors de cette étude, c'est que les réflexions et les approches visant en fait à tenir en compte le contexte local sont encore faibles. Il y a certes exemples, mais on doit beaucoup plus travailler sur ça. Les concepts sont encore un peu trop eurocentriques, si je peux l'exprimer comme ça. Ça, c'est un point qui est ressorti assez fortement. Et une autre chose aussi, c'est que les partenaires, en fait, sont de plus en plus, en fait, des forces de proposition, mais pas encore des forces de décision des actions conjointes. Par exemple, dans l'élaboration des programmes, etc., il y a quand même pas mal de liberté pour que les partenaires puissent inscrire le programme selon leur vision. Mais après, le problème, c'est qu'au moment où il faut établir les budgets, on va couper en fonction des budgets et en fonction aussi d'une logique, disons, occidentale. C'est un peu comme ça qu'ils le voient. Or, ils pensent qu'on ne leur laisse pas assez de latitude pour que, au dernier moment, eux aussi, ils puissent participer à ces décisions-là. Bon, autre chose aussi, c'est que euh, voilà, tout ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, ce qui se passe en Afrique, tout ce qui se passe dans différents foyers, que ce soit les BRICS, etc., toute cette multipolarité, en fait, quand on veut réfléchir décolonial, on est obligé de prendre tout cela en compte. Et une des raisons, c'est que, par exemple, tous les foyers où on voit qu'il y a euh, une construction avec de nouveaux acteurs, nous aussi, on est inquiet. C'est une bonne chose parce que le monde devient multipolaire, mais en même temps aussi, on se pose la question, est-ce que ces foyers-là ne risquent pas de devenir de nouveaux foyers de colonisation? Parce qu'il y a la Chine, il y a la Russie, etc. Et tout cela, on est aussi inquiet et très attentif aussi à tout ce développement-là. Mais ça veut dire que, en fait, quand on parle de cela, on est obligé de réfléchir le processus dans un contexte beaucoup plus large. Et dans ce contexte beaucoup plus large, justement, les chercheurs ont parlé en fait d'une superstructure. Ça veut dire que ils disent que oui, vous êtes très gentil en fait côté Belgique, Burkina, etc. Mais en fait, vous êtes en train d'évoluer dans une superstructure où les gens n'ont pas envie peut-être de laisser tomber rapidement leurs privilèges. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a un énorme effort à faire parce que bon, c'est tout un monde qui a été construit avec un système, avec une vision, avec quelque chose de très centralisé, avec un savoir occidental. Et tout cela doit vous faire réfléchir. Est-ce que les États de qui vous recevez les fonds, est-ce qu'ils sont prêts à faire ce mouvement-là? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les organisations locales, internationales que nous sommes, on a cette volonté-là et on a aussi la certitude qu'à notre niveau, on peut faire bouger les choses. On ne peut pas dire que parce qu'il y a cette superstructure que nous, on ne peut plus rien faire. On peut faire quelque chose. Et c'est ce qu'on a essayé de commencer au Burkina. On voit il y a plus d'écoute, il y a tout un espoir que ça suscite. Aujourd'hui, le fait qu'on soit juste aussi nombreux prouve que, en fait, on a absolument convaincu que les choses peuvent se passer aussi euh, à notre niveau. Le poids du passif. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, la Belgique, en fait, n'a pas un passif colonial au Burkina. Et ça a été très visible, en fait, avec les partenaires. La Belgique n'est pas considérée comme un pays dominateur. Donc, les relations ne sont pas aussi heurtées qu'avec, par exemple, la France. Et ça montre aussi à provision que
Les gens, quand ils réfléchissent ici, ils réfléchissent en termes de politique, ils ne réfléchissent pas en termes de nationalité. En fait, la France et la Belgique ne sont pas mis sur le même pied d'égalité. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'était quelque chose aussi qui a été découvert. Une chose aussi sur laquelle les consultants ont beaucoup mis l'accent, c'est en fait cette nécessité de reconnaître que le monde est pluriel. Il est absolument nécessaire pour eux, et nous aussi on pense la même chose, qu'il faut ce décentrement. Il est capital de pouvoir reconnaître des savoirs qui sont divers, des points de vue qui sont divers, des valeurs aussi qui sont complètement diverses. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser ces valeurs pour aller épouser d'autres valeurs quand on travaille localement. Mais je crois que c'est de savoir que localement, il y a une autre façon de penser, il y a peut-être des projets sociaux qui sont différents, et il faut respecter cela. Et je pense que ça ressort avec force, et mes amis tout à l'heure vont donner quelques exemples. Moi, le seul exemple que je vais donner sur ça, c'est un peu, par exemple, le marqueur financier. Par exemple, quand on parle de pauvreté, généralement, on utilise, par exemple, 1 dollar par jour, etc. Ici, on a vu, et l'étude l'a démontré, qu'il y a des communautés qui vivent pendant 6 mois sans argent. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent le troc. Donc, si on utilise un indicateur financier, en fait, l'indicateur de pauvreté, il est complètement faussé. Donc, ça montre encore une fois la nécessité de reconsidérer, de contextualiser en fait nos approches et notre analyse quand on veut travailler dans la solidarité. Et puis, le dernier point que je vais développer, c'est le poids des mots et le choc des images. Ça aussi, c'est ressorti. Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais il y a tout un travail et on est tout à fait d'accord avec eux et on a tout un travail que l'on fait aussi aujourd'hui au sein de nos partenaires. C'est que on est, par exemple, le mot bénéficiaire, pour nous, ça a complètement disparu de notre langage. On ne peut plus dire ici bénéficiaire. Parce que pourquoi? Parce que ce n'est tout simplement pas correct. On travaille avec des gens qui ont un savoir, il faut le reconnaître. Travaille avec des gens qui ont une valeur, il faut le reconnaître. On travaille avec des gens qui ont une production, qui ont fait une énorme production, qui ont travaillé depuis des centaines d'années dans l'agriculture. Il faut aussi savoir le reconnaître. Et c'est quand on le reconnaît qu'on change d'attitude, qu'on a le bon regard qu'il faut pour pouvoir travailler et se faire accepter et pouvoir avoir des relations beaucoup plus apaisées et aussi un partenariat beaucoup plus égalitaire. Parce que ça tient de cela. Si on ne reconnaît pas comment dire ça, cette pluriversité, ce n'est pas possible de s'engager dans un partenariat égalitaire. Et juste l'image c'est pas cette image, dommage quoi, c'est une image qui va passer après, qui montrait que, voilà, l'accaparement, par exemple, des terres, ce n'est pas seulement des multinationales, c'est fait aussi par des intellectuels africains. Donc, quand on montre la réalité des images, ça c'est juste pour dire qu'il faut la montrer de la façon la plus complète possible. Ça permet aussi d'avoir, je pense, des dialogues beaucoup plus apaisés parce que réels, parce que basés sur la réelle, sur la vérité. Dès qu'on peint une activité ou bien une réalité de façon différente, en fait, ça nous plonge en fait dans des relations heurtées. Et donc, même dans les images que l'on utilise tous les jours pour faire de la campagne, etc., il faut faire beaucoup plus d'attention pour peindre la réalité de la façon la plus réelle possible, quoi. Parce que ça a été. Oui, bonjour, Suzy. J'espère que ça va en Belgique. OK, ici aussi ça va. Bonjour à tous les participants.
Je dois dire que on va juste en quelques minutes dire en quoi l'étude a rencontré des choses que nous faisons déjà dans notre organisation. Bon, c'est vrai que nous, on n'utilisait pas le mot décolonial. Le mot décolonial, c'est un mot que nous avons découvert aussi avec le programme. Sinon, nous, on parlait de lutte anti-impérialiste. Pour la simple raison qu'on considère que tout ce processus, les inégalités, aussi bien en Afrique qu'ailleurs, sont liées à un système de production qui est le système justement capitaliste, qui fait que les rapports même entre les hommes sont faits des rapports de domination. Donc voilà pourquoi nous on parlait de lutte anti-impérialiste. Donc, c'est-à-dire que c'est pour cela que dans notre conception du décolonial, nous ne pensons pas que ce soit une question raciale. Ce n'est pas parce que, comment je vais dire ça, les blancs sont mauvais, les jaunes sont bons, les rouges sont mauvais, les noirs sont... Non, ça n'a rien à voir. C'est une question de rapport de production qui font qu'à un certain moment donné, d'autres peuples se sont retrouvés dans la nécessité de dominer d'autres peuples pour leurs propres besoins. Donc, c'est ce système-là ensemble que nous devons combattre ensemble. Donc, aussi bien les acteurs au niveau africain qu'en Europe, aujourd'hui, on sent dans les sociétés, même européennes, que ça ne va pas pour les questions des inégalités, justement. Donc, on peut dire que le combat, là, c'est un combat que nous menons ensemble. Peut-être que les approches ne sont pas pareilles, mais toujours est-il que nous avons le même, comment je vais dire, le même combat à mener. Je vais prendre un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire. Si vous prenez par exemple la question du foncier au Burkina, dans les communautés chez nous, la terre ne peut même pas appartenir à un individu. Comme je crois que c'est un auteur sénégalais qui avait dit que nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Ça veut dire que les communautés sont obligées de tenir les terres de façon commune pour transmettre aux générations futures. Or, quand on vient parler de, par exemple, on aborde la question du genre en relation avec le foncier dans nos projets et programmes, on estime qu'on doit travailler de telle sorte qu'on puisse déchirer un lopin de terre pour donner à la femme. C'est ça qui va prouver que la femme aussi a droit au foncier. Or, la terre même, la propriété de la terre comme ça, pour qu'un individu puisse dire que cette parcelle de terre-là m'appartient, c'est une vision purement capitaliste. Et c'est justement ça qui fait les dominations. Or, comme je crois que Tokuma le disait tout de suite, de plus en plus, même au niveau des différents pays, il y a des acteurs nationaux qui s'accaparent des terres. Donc, vous voyez que la domination n'a rien de racial. Donc, ça, c'est extrêmement important à noter. L'autre chose que l'étude aussi a montré que nous avions déjà, dont nous avions déjà conscience, c'est que n'importe quelle langue, d'accord, véhicule d'abord une culture et des valeurs. C'est une question de pouvoir, si vous voulez. Donc, ça fait que, par exemple, si vous prenez l'administration au Burkina Faso, tout le monde travaille en français. Dans un pays où au moins 90% des gens ne parlent pas français. Vous voyez comment, quel est le rapport même de nos populations à l'État. Au niveau de l'ODJ, malgré la diversité des langues chez nous, parce que nous avons plus de 60 langues et communautés, nous nous sommes donné les moyens que dans les activités, quel que soit ce que nous faisons, nous les reprenons dans les langues des différents participants pour que tout le monde puisse comprendre et savoir de quoi on parle à partir même de sa perspective culturelle. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce sont des choses que nous faisions déjà et que l'étude a révélé. Donc, grosso modo, c'est ce que je voulais relever pour dire que, en tout cas, l'étude et certaines de ces conclusions sont venues nous reconforter dans des pratiques déjà dans lesquelles nous sommes. Donc, c'est une dynamique que nous estimons que c'est une continuité. Donc, merci bien. Je vais passer la parole au collègue pour la suite. Merci, merci. Ok, bonjour à tout le monde. Comme Sisi m'avait présenté, je me nomme Dagano Mohamed. Je suis de l'ODJ, l'Organisation démocratique de la jeunesse.
Je pense qu'à l'instar de Tokoma et de Yempani, nous pensons que cette étude-là, en fait, est venue, en tout cas, confirmer certaines choses que nous faisons déjà dans le cadre, effectivement, de ce qu'on appelle ensemble le décolonial, c'est-à-dire décoloniser un certain nombre de choses. Donc, dans ce cadre-là, je pense que nous devons tout à fait ressortir des recommandations pour qu'il y ait plus d'autonomie au niveau des différentes organisations et même des partenaires au niveau local et à travers effectivement des financements stratégiques pour renforcer les capacités. Parce que, quoi qu'on dise, ce dont les gens ont besoin, ce n'est pas forcément sur des questions d'assistanat. Ce n'est pas forcément basé essentiellement sur de l'argent. Alors, nous pensons que ce qui est important, c'est qu'on puisse en arriver à permettre à des communautés, à des jeunes, à des femmes, de pouvoir avoir des capacités d'analyse sociale, politique, économique et de pouvoir s'organiser eux-mêmes pour réclamer des droits qui leur appartiennent vis-à-vis des politiques qui sont mises en œuvre par leurs dirigeants. Nous pensons, en tout cas au niveau de l'ODJ, c'est ce que nous pensons qui est important. Et que la question de la lutte que nous menons là, elle n'est pas dirigée essentiellement sur que ce soit la France, la Belgique. Il y a également des acteurs au niveau local, ici, qui mènent des politiques, voilà, et que ces politiques ne sont pas en faveur, voilà, des populations et des communautés. Et un des exemples que nous faisons, vous voyez, il y a des activités que nous menons avec les communautés, les jeunes, les femmes, voilà, mais c'est des activités qui ne demandent pas de l'argent nécessairement. Alors, quand vous prenez par exemple ce qu'on appelle les Dasandaga, c'est ce qu'on appelle des marchés de savoir. Voilà, quand on dit Dasandaga, c'est un marché. On dit un marché, c'est le lieu par excellence où on achète et on vend. Voilà. Donc, soit des produits, voilà. Mais ce que chez nous, c'est des idées. Voilà. Tu viens acheter des idées et tu viens vendre des idées. Donc, on conçoit un marché qui peut prendre une journée ou une demi-journée où des jeunes, c'est-à-dire de tous bords, voilà, femmes, hommes et comment on appelle, d'ethnies différentes vont arriver et vont échanger sur leur situation, réfléchir ensemble, analyser les enjeux et proposer effectivement des méthodes pour pouvoir réclamer des droits inhérents à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ça, c'est extrêmement important au niveau de l'ODJ. Il y a aussi ce qu'on appelle les T-débats. Bon, pour l'exemple, je ne sais pas, il y a certains qui sont venus au Burkina, ils ont vu un peu, on a organisé des débats. Ce n'est pas coûteux. Voilà. On ne peut pas coûter, on peut en faire dans un mois des centaines, des 200. Voilà. Parce que tout simplement, ce n'est pas coûteux, mais ça permet effectivement aux gens de pouvoir comprendre des enjeux, des phénomènes qui aujourd'hui sont liés effectivement. Et quand on prend nos pays, le Burkina, il n'est pas isolé du monde. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent au point de vue international qui influencent le contexte local. Il faut faire cette jonction pour pouvoir amener tous les acteurs à comprendre et à voir quelles sont les voies que nous traçons. Il y a aussi ce que nous appelons au niveau de l'ODJ, la question de l'autonomie. Alors, je pense que l'ODJ est une organisation, dès sa création, qui s'est donné les moyens que son autonomie doit être une autonomie quand même qui soit effective vis-à-vis de n'importe quel partenaire. Voilà. Donc, du coup, ce qui voudrait dire que l'organisation n'a pas été créée pour chercher de l'argent, pour pouvoir développer des projets. Non, l'organisation a été créée pour pouvoir amener à une élévation de la conscience de la jeunesse afin qu'elle puisse se positionner comme un acteur majeur dans les changements. Alors, ça, c'est le travail que nous faisons. Maintenant, dans le travail que nous faisons, là, on a besoin de moyens pour pouvoir faire ce travail, mais pas avoir des moyens pour aller distribuer. Là, ça, c'est très important pour nous. Voilà. L'essentiel, c'est qu'on puisse avoir des moyens pour nous déplacer, pour aller, pour mettre les gens ensemble, pour pouvoir leur donner des capacités d'analyse dans leur propre langue maternelle. Ça, c'est important. Et Yempani l'a relevé, c'est extrêmement important qu'aujourd'hui, on puisse travailler dans nos langues parce qu'il a dit, et je pense que nos statistiques le montrent, 90% de la population burkinabé ne comprennent pas la langue française. Or, tous les documents, toutes les analyses, toutes les données sont en langue française. Et ce rapport, je pense que Tokuma ne l'a pas dit, mais à la restitution, nous avions dit qu'il faut que nous travaillions, nous les acteurs au niveau du Burkina, à traduire ces rapports-là, en tout cas dans ces grandes lignes, à les traduire dans au moins 4 langues du Burkina Faso. Et ça, c'est très important pour qu'à la base, les gens puissent aussi comprendre et apprendre. Donc,
Également, ce que nous développons dans le cadre, ça c'est dans le cadre du programme avec BD, qui est une organisation membre du programme pour nous. Hein. Voilà. Il y a BD est à la fois organisation membre du programme, mais en même temps le bras financier. Mais quand on se réunit, on ne regarde pas le bras financier. On regarde une organisation qui a la même, c'est-à-dire qui est au même niveau que toutes les autres organisations. Donc, si on doit décider, on décide de façon souveraine ensemble, dont la voix de BD est une voix qui compte parmi toutes les autres organisations. Donc, nous avions travailler à ce qu'au niveau du programme, on ait des fonds qui nous permettent, nous les acteurs, et au niveau des locaux, au niveau du programme, de réfléchir sur des enjeux et qu'on puisse effectivement de façon autonome travailler à ce que ces enjeux-là, on puisse les comprendre, nous tous au même niveau, afin de nous positionner pour nous battre, pour pouvoir changer les choses. Et enfin, nous avions dit que dans le cadre du travail que nous menons au Burkina Faso ici, il ne s'y est pas que chaque fois, ce soit l'extérieur qui nous accompagne, qui accompagne nos États, qui accompagne nos jeunes, qui accompagne nos femmes. Donc, nous sommes dit et nous nous sommes donné les moyens de pouvoir faire un plaidoyer vis-à-vis de l'État sur les revenus issus de l'exploitation des ressources. Pour l'instant, c'est les ressources minières. À travers le Fonds minier de développement local, il faut que ces ressources-là, une partie de ces ressources-là, puissent profiter aux jeunes, aux femmes, aux hommes, afin qu'ils puissent pouvoir vivre dignement dans leur communauté. Alors, nous pensons que c'est de la responsabilité première de notre État, de nos dirigeants, de pouvoir travailler à ce qu'on puisse avoir les ressources propres au niveau local pour pouvoir développer des activités à l'endroit voilà, des communautés, et afin qu'elles soient autonomes elles-mêmes et qu'elles puissent pouvoir participer pleinement à la vie sociale, politique, économique et culturelle de notre pays. Donc voilà en gros ce que nous, en tout cas au niveau de l'ODJ, nous avions apprécié au niveau des recommandations de l'étude, et nous pensons qu'ensemble, nous allons pouvoir travailler là-dessus. Un seul petit élément que je vais ajouter, c'est le fait qu'au niveau de l'ODJ, nous, quand on n'en pas seulement sur le Burkina. Alors, je pense qu'avec BD, nous avons vu, on a travaillé. Nous, l'ODJ est ouvert à tout le monde. Voilà. On organise des activités où nous appelons ça, c'est la solidarité internationaliste, avec des acteurs, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit dans d'autres pays africains ou sur le continent, pour qu'on puisse réfléchir ensemble, comme ce que Tokoma l'a appelé, dans l'aspect structure là, elle n'est pas dirigée essentiellement vers l'Afrique. Voilà. Elle est dirigée sur tous les autres continents, et on pense que les inégalités existent partout et que c'est ensemble, dans un mouvement internationaliste, qu'on pourra avoir les capacités de pouvoir contrer ça et de réduire en tout cas les inégalités, voire les supprimer. Donc, vraiment, merci bien pour votre attention. Merci beaucoup, Yampani et Dagano. Jullie hebben heel mooi duidelijk gemaakt dat decoloniseren ook in de eerste plaats een gezamenlijke strijd is tegen een dominant systeem. En dank je wel ook om al een aantal goede praktijken met ons te delen die hopelijk tot inspiratie hebben geleid bij de deelnemers aan deze webinar. Dan geef ik nu het woord aan de laatste spreker vandaag, aan Kathleen Kuipers, onze programmacoördinator bij Broederlijk Delen, die zal even zal ingaan op de aanbevelingen die specifiek gericht waren aan de Belgische NGA's. Kathleen, aan jou het woord. Formulées pour les ACNG. Kathleen, vous avez la parole. Merci, Suzy. Alors, bonjour à tous et à toutes. En effet, moi, je suis le dernier intervenant et je vais surtout regarder les recommandations vers les acteurs de coopération non gouvernementale belge. En fait, tout a été presque dit, mais quand même, une première recommandation, c'est regarder le financement, en fait. Parce que le financement, c'est uniquement, ça va de la Belgique vers Burkina et en fait, ça donne vraiment une dépendance. En fait, évidemment, les chercheurs me disent pas, voilà, il faut arrêter immédiatement le financement. Non, parce qu'il y a des avantages, évidemment, mais il faut évaluer petit à petit vers autofinancement ou un financement autonome. Voilà pourquoi, en fait, on demande aux acteurs de vraiment regarder les stratégies pour autofinancement, cofinancement, financement alternatif, etc. Et en plus, ils recommandent également de vraiment regarder le financement de processus
pour avoir un focus sur l'autonomie et la co-création. Alors, pour vraiment avoir un financement de besoins pratiques, par exemple, on a l'appel d'avoir un financement de partenaires lors de la rédaction de leur programme. C'est ce qui n'est pas prévu pour l'instant. Encore un deuxième point important, ce qui a été mentionné par Tokoma, en fait, la plupart des décisions sont finalement prises en Belgique. Ça, c'est la situation actuelle et c'est selon les conditions en fait, du bailleur, c'est DGD dans nos cas. Et voilà pourquoi on a l'appel de vraiment essayer de diversifier en fait, les organes décisionnels, également d'introduire le consensus et la concertation dans le processus décisionnel. En fait, on a déjà beaucoup de good practices, de bonnes pratiques dans le secteur et voilà pourquoi il faut également partager ces expériences les uns avec les autres afin de pouvoir apprendre. Ouais. Troisième recommandation pour nous en tant qu'acteurs de coopération non gouvernementale, là, il s'agit de la décolonisation des procédures. Parce que bon, actuellement, on a vraiment un peu, bon, ça reste flou, ça reste vague, et en fait, la plupart des procédures, en fait, sont des procédures plutôt unilatérales qui ont été créées par les bailleurs, et en fait, ça ne crée pas vraiment de partenariat équivalent. Voilà pourquoi on a l'appel de vraiment créer des procédures uniformes et claires, mais l'idéal serait évidemment d'avoir des procédures élaborées de façon commune, parce qu'ainsi c'est le résultat vraiment d'une concertation commune. On voit que en plus pour le recrutement, actuellement on a surtout un recrutement national. Bon, et de plus en plus il faut avoir un recrutement régional. Et en fait, ça c'est important parce que bon, ils indiquent que voilà, il faut quand même chercher d'autres mécanismes afin de pouvoir échanger les connaissances entre les différents pays. Et puis encore une dernière série de recommandations importantes. Là, il s'agit de l'importance de vraiment avoir ce débat de décolonisation et de vraiment reconnaître l'histoire. Malgré les efforts, en fait, on voit encore qu'il y a des images stéréotypes, qu'on a encore des mots, bon, plutôt coloniaux qu'on utilise. C'est ce que les partenaires indiquent et en fait, ils constatent qu'en fait, ce débat colonial, ça reste un débat bon, plutôt niche en Belgique, mais également dans les pays partenaires. Et voilà pourquoi ils nous demandent, en tant qu'acteurs de coopération non gouvernementale, de vraiment investir encore plus dans ces images plutôt nuancées, parce qu'en effet, on a l'importance des mots, des images. Également, il faut focaliser sur un changement de comportement, d'attitude de façon interne au sein de l'organisation même pour les collaborateurs, mais également focaliser sur en fait la société plus large et afin de pouvoir élargir le débat. Il conseille d'utiliser beaucoup plus les médias sociaux, par exemple, parce que bon, ça peut être un canal important pour pouvoir élargir le débat et informer la public, mais également peut-être il conseille de vraiment travailler sur une décolonisation de l'éducation, de la formation en Belgique et pourquoi? Parce que bon, les écoles en fait jouent un rôle clé quand on parle de la conserver la colonisation, mais également de changer en fait ces esprits et ces visions. Et voilà pourquoi pour les ONG, c'est également important quand on va rédiger un guide ou un programme, de regarder également cet aspect de décolonisation au sein de l'enseignement, au sein de la formation des écoles. Et puis dernièrement, également, il demande de valoriser vraiment les connaissances et les expertises venant du Sud et de reconnaître leur connaissance, leur valeur. C'est ce qu'on a montré quand on parle du genre et des pays et en fait, voilà, auquel je fais référence aussi. Voilà, un grand merci. Dankjewel, Kathleen, Merci, Kathleen, voor deze laatste toelichting. Ik had het nooit durven dromen, maar ik ben geen enkele keer moeten tussenkomen. Iedereen heeft zich perfect aan zijn tijd gehouden. Waarvoor dank allemaal. En dat maakt dat we nu dus ruim de tijd hebben voor vragen vanuit het publiek. Dus ik zou zeggen, steek uw hand op. Alors, vous pouvez en fait lever vos mains si vous voulez poser une question.
onderaan bij reacties kan je, is er een button hand opsteken en dan kan ik jullie het woord geven. Maar je mag, zoals gezegd, ook vragen in de chat vous pouvez également zetten. mettre vos questions dans le chat. Alors, vous pouvez poser vos questions dans le chat ou vous pouvez lever votre main. Ja, ik zie dat er een vraag is van Jolien. Alors, je vois qu'il y a une question Jolien, jij mag de Jolien. Alors, oui, voilà. Hallo, À vous la goedemorgen. parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Ik weet niet of dat het geluid goed Alors, doorkomt en dat er ook niet te veel geluid j'espère doorkomt, want ik que zit op vous kantoor. m'entendez. Prima, Ouais. prima, Oké. doe maar. Ouais, en effet, Dus c'est mijn top. naam is Jolien Alors, moi, Kolpaert. Mon nom, c'est j'appelle Jolien Jopine Kolpaert. Je suis en fait aussi coordinateur du programme pour un NGO. En fait, Artsen zonder vakantie. Médecins sans vacances, certains d'entre vous le connaissent peut-être. Je suis contente que j'ai pu participer à ces présentations très bien faites, aussi bien clés, car parfois avec des débats comme ça, on risque de se perdre dans trop de bruit. Je suis une personne aussi plutôt qui cherche des réponses. Je sais que c'est déjà prévenu et en disant que ici vous n'allez pas trouver les réponses, et c'est vrai que ça dépend du contexte. Néanmoins, une difficulté que moi je trouve, c'est cette utilisation des mots qui est clé, communication est clé. Vous le savez peut-être, mais pas mal des éléments de notre organisation sont déjà décentralisés. Les décisions sont prises dans nos 3 différentes régions. Mais donc, la communication se passe en ligne et donc l'utilisation des mots est hyper importante. Et moi-même, personnellement, je lutte avec l'utilisation de, par exemple, le mot mission. In het Nederlands zending. Par exemple, le mot le terrain. On va travailler sur le terrain. Donc, ma question, c'est plutôt dans cette étude, est-ce qu'il y a quand même un guide sur un peu les do's et don'ts? Quels mots sont encore OK pour utiliser et quels sont les mots absolument plus à utiliser? Il y avait déjà un exemple, je crois, qui était mentionné, mais je ne sais pas si vous avez plus d'informations un peu plus pratiques au quotidien. Merci beaucoup. Tokoma, c'est peut-être une question que toi, tu pourrais répondre ou commencer à répondre. Oui, merci Yorin pour la question. En fait, il n'y a pas eu un guide véritablement, mais il y a eu une vraie interpellation en fait à réfléchir sur les mots que l'on utilise. Je disais que ici dans notre programme, par exemple, le mot bénéficiaire, c'est fini. Le mot, par exemple, développement, on le remet en question parce que pour nous, développement, ça veut dire quoi? Le fait que, par exemple, on utilise des termes comme l'Afrique est en retard. On le remet aussi en question parce qu'on se dit que l'Afrique doit juste trouver son chemin. Il n'y a pas besoin de courir derrière quelqu'un. Donc, en fait, il y a en fait énormément de choses inconscientes en fait, que l'on met derrière les mots et dont parfois on ne se rend pas compte tous les jours. Je pense que c'est à chacun de le découvrir, mais on va le découvrir avec une écoute active. Quand on est dans une relation partenariale, en fait, c'est l'écoute qui prime. Ce n'est plus, en fait, je sais pas, le financement, les procédures financières, etc. Mais en fait, c'est cette qualité d'écoute qui va faire la différence. Et je crois que ça passe par cela. Faire un guide peut-être serait intéressant, mais je crois que fondamentalement, chacun dans la sphère avec laquelle il est actif quoi, avec ses partenaires, on doit pouvoir trouver plus cet équilibre-là. Bon, ici, il y a plusieurs mots. Hein. Je ne sais pas, vous avez en souvenance encore quel mot qu'on a réfléchi encore au niveau du partenaire, au niveau du programme et qu'on n'utilise plus, par exemple. Est-ce que vous vous souvenez d'autres mots? Mais je sais que bénéficiaires, bailleurs de fonds, tout ça, là, pour nous, on a laissé tomber. Je ne sais pas si c'est. Excusez, je vais laisser avoir activé mon micro. Voilà. Comme on a dit, dans la conception même du programme, on a évité de donner de la place
Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans la commande même de l'étude, la question du guide n'avait pas été posée. Ok. Voilà. Donc, pour nous, l'essentiel que l'étude a fait sortir, c'est que la question du mot, du vocabulaire qu'on utilise dans la coopération est, les gens doivent prendre conscience que c'est toujours chargé. Mhm. Voilà, et travailler là-dessus. Bon, mais on n'avait pas expressément demandé aux consultants de nous faire produire un guide. Peut-être que ça viendra plus tard. Voilà, Ok. merci. Et Merci aussi, beaucoup. je pense qu'il y a beaucoup, en fait, on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est dans le regard, la bonne attitude, l'écoute. Je crois que c'est surtout ça, parce qu'en fait, on peut utiliser des mots sans pour autant que ce soit rejeté, si c'est fait avec la bonne attitude. J'ai assisté tellement à des relations avec, avec différents acteurs, quoi, pour ne pas aller plus loin, où tu sens qu'en fait, il y a cette omniprésence, en fait, de domination inconsciente. En fait, on te demande de faire des choses parce que c'est beaucoup plus légitime de la part de la personne avec qui tu parles de te demander de faire cela et inconsciemment, il ne se rend pas compte qu'en fait, il est dans une position de domination en te demandant de faire des choses ou bien de les rectifier parce qu'il est d'une autre société. Je crois que c'est ce regard-là, c'est cette attitude-là dont on doit être beaucoup plus conscient en fait pour pouvoir changer les choses. Parce que c'est vrai que les mots reflètent nos états d'âme, mais je pense que l'attitude et l'écoute aussi est essentielle et permet en fait de corriger ces dérives-là. Dank je wel. Er zijn een paar vragen via de chat Merci. binnengekomen. Quelques questions ont été posées également De via le eerste chat. komt van Mia van den Alors, la Bergen van première question We a été Social posée par Movement Mia van den en Bergen, is We gericht Social aan Movement. de Et en mensen in fait, c'est Burkina pour les Faso, gens dus au ik denk Burkina, en vooral fait, aan onze et collega's van c'est ODJ. surtout en fait les De collègues de vraag is, ODJ. als En fait, je la question qui se pose est la het suivante. debat Alors, rond si vous voulez decolonisatie wil vraiment introduceren, introduire ce débat wie doet concernant la dat dan décolonisation, best? qui Hoe fait ça gebeurt het op een au correcte mieux? manier? En Met fait, andere woorden, comment est-ce qu'on hoe peut faire pak ça de je façon het correcte? Alors, aan om comment dit est-ce qu'on onderwerp peut ter faire sprake te ça brengen pour vraiment en in parler de een ce sujet lokale context? dans un contexte plutôt local? On ne vous entend pas, il n'y a pas de micro. OK, c'est bon maintenant? Vous m'entendez maintenant? OK. C'est bon. Comme on a dit, je crois que nous, on estime que c'est deux niveaux. D'abord, en tant qu'organisation avec, comment je dis ça, les partenaires qu'on travaille à la base, puisque chez nous, c'est les militants, les communautés, les jeunes dans leur milieu. Voilà. On leur dit il n'y a pas de complexe à avoir par rapport à sa culture, par rapport à sa manière d'être. Ça, c'est le premier élément. Mais ça doit trouver un répondant, d'accord? Par exemple, pour les programmes qu'on écrit. Si vous dites qu'il n'y a pas de complexe à revoir, ça veut dire que vous-même, vous devez changer votre attitude, votre rapport avec ce que vous travaillez dans les communautés à la base. Ça, c'est extrêmement important. De la même manière, nous essayons, en tout cas, de toujours le dire à tous les partenaires avec qui on travaille. Nous tenons, quel que soit, je crois que BDM peut témoigner, à chaque début de partenariat, nous tenons à dire voilà l'identité de l'organisation. Ça, c'est extrêmement important. Si on connaît l'identité, maintenant, tout le reste, ça va être le débat. Donc, nous, on ne pense pas que on puisse identifier c'est tel acteur d'abord avant tel autre, ou bien c'est tel acteur plutôt que tel autre. Il faut comprendre, comme on l'a dit, hein, nous avons tous été moulés dans un système. Et ça transparaît à nous. Il faut prendre conscience et quels que soient les acteurs avec lesquels on traite, il faut avoir cette réalité-là à l'idée et puis pouvoir en tout cas le faire ressortir et amener les autres aussi progressivement à comprendre ce dont on est en train de parler. Parce que, comme on l'a dit, c'est une co-construction. Il faut qu'ensemble, on prenne conscience de la situation et on veuille en sortir ensemble. Pour moi, c'est l'essentiel comme ça. Voilà, merci. Comment je peux? Je vais juste ajouter, hein, et je pense que, comme il a dit,
C'est-à-dire qu'il faut que ça commence par nous-mêmes. Ce qui est important, c'est nous-mêmes d'abord. Et Yampani l'a rappelé, quand vous prenez nous-mêmes en tant que notre organisation, le DJ, quand vous rentrez à l'intérieur, vous saurez qu'en fait, on n'a pas de complexe de domination. Et on travaille pour ça. Je vous prends juste 2 exemples. Vous prenez le président de l'ODJ, c'est un professeur d'université, c'est-à-dire que c'est un ancien chercheur, un professeur titulaire d'université. Son vice-président, c'est-à-dire le vice-président de l'ODJ, est un paysan. C'est un paysan, c'est un cotonculteur. Voilà. Et donc, vous prenez le bureau exécutif de l'ODJ, il y a 22 personnes. Dans les 22 personnes, vous avez des chômeurs, vous avez, vous avez des sans-emploi, vous avez des ouvriers, vous avez des paysans, vous avez des professeurs d'université, vous avez des professeurs de lycée et collège, vous aviez des commerçantes, vous avez bon, c'est vraiment comment on appelle, voilà. Donc, et quand on mène un débat, quand on doit mener un débat, chacun donne son point de vue. Et on essaie de convaincre les autres, les uns et les autres essaient de convaincre les autres par rapport à leur idée pour que ça puisse passer. Sinon, il n'y a pas à dire que c'est bon, lui qui s'impose. On descend au niveau des communautés. L'ODJ travaille de telle sorte que les communautés sont autonomes. C'est-à-dire, autant que l'ODJ présente son autonomie vis-à-vis de ses partenaires, de la même manière, au niveau local, on laisse l'autonomie aux communautés de travailler. Maintenant, notre rôle, c'est de les aider. Alors, nous venons les accompagner, mais nous ne nous mettons pas devant eux. C'est elles qui doivent être devant, mais avant d'être devant, il faut qu'elles puissent avoir tous les rudiments qu'il faut pour pouvoir se mener devant. Voilà un peu des trucs. Maintenant, il y a d'autres étapes, il y a d'autres niveaux, comme il a dit. Bon, les rapports entre l'État et puis les communautés, ça maintenant, c'est dès lors que les communautés comprennent, ils peuvent réclamer ces rapports-là de telle sorte que ce soit égalitaire. Merci. Dankjewel, Dagano et Yampani. Merci, Yampani et Dagano. En fait, moi, j'aimerais encore, euh, bon, reparler en fait du vocabulaire, hein, parce qu'en fait, ça, c'était la première question qui a été posée par Yoline. Mais en fait, il y avait plusieurs interventions, hein, de Dorine, entre autres. Et en fait, il y a des choses à faire concernant les définitions communes, l'utilisation des mots. Mais en fait, Cartley n'a pas vraiment parlé de cet élément lors de ce traitement des recommandations. Mais en fait, Dorine demande comment y travailler, mais on a déjà en parlé. Et dans le chat, je vois qu'il y a déjà beaucoup de liens qui ont été mis, hein, envers des lexicons ou des listes de vocabulaire afin de pouvoir créer une première base, disons, pour guider l'utilisation des mots et pour avoir un échange là-dessus. Et puis par après, il y avait encore une question qui a été posée par Patricia Verbouwjede, et là c'est pour ODJ apparemment. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire encore un peu plus concernant les financements endogènes? Alors, apparemment, il y a un lien vers le secteur minier, mais est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Qu'est-ce que ça signifie précisément et c'est quoi, selon vous, ces financements endogènes? Oui, je commence. OK, merci. Euh, je vais prendre un seul exemple. Au Burkina, il y a au moins 70% de la population là est considérée comme une population jeune. Et l'un des secteurs aujourd'hui qui tire l'économie, c'est le secteur minier. Donc, il y a beaucoup de mines chez nous. Je crois que c'est l'ordre de 17 à 20 mines comme ça, qui sont industrielles, qui produisent de l'or sur le territoire burkinabé. Donc, vous comprenez que, par exemple, on a institué ce qu'on appelle un fonds minier de développement local. C'est-à-dire que l'État a demandé aux sociétés minières de donner 0,5% de leur chiffre d'affaires et 1% de leur chiffre d'affaires pour le développement des communes. Nous, on estime que, par exemple, dans les communes où il y a les sociétés minières, les organisations de jeunes, notamment les structures de l'ODJ, devaient pouvoir s'adresser aux mairies pour leur demander que dans ce fonds minier de développement-là, il y ait des projets qui puissent concerner
et les jeunes et les femmes. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, en tout cas, le financement endogène. Pour que vous ne laissiez pas des richesses ici, d'accord, qu'on vient pour vous adresser, d'accord, à des coopérants internationaux auxquels vous allez tendre la main. Donc, si vous voulez, globalement, c'est l'idée du financement endogène, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des richesses à l'intérieur des pays, ce n'est plus la peine de laisser ces richesses-là pour tendre la main ailleurs. Voilà, c'est globalement l'idée qui est derrière le financement endogène. Encore que, si vous voulez, il y a un système bancaire qui marche. Il y a, comment je vais dire ça? Ici aussi, il y a de l'économie qui se développe. Donc, on ne devait pas pouvoir faire fi de ça et puis s'adresser à autre chose. C'est ce que nous sommes en train de dire exactement. Merci. Merci. Y a-t-il encore des questions? Je ne vois plus de mains levées. Y a-t-il encore des questions à poser? Alors, je crois que, en fait, moi, je vais utiliser le fait que je suis modératrice. Je vais également poser une question, en fait. Alors, c'est également pour les collègues de Burkina. En fait, vous avez, bon, déjà parlé de ces résultats de ces recherches hein, au sein du programme et bon, et en fait, comment ils ont interprété ces résultats. Hein. Et en fait, moi, je demande si les autres partenaires, hein, pas simplement ODJ, mais également au sein de ce réseau BD, mais également peut-être au sein d'autres réseaux de NGO, si peut-être il y a d'autres réactions pour ces recherches. Est-ce qu'il y avait beaucoup de discussions ou est-ce que tout le monde était bien d'accord concernant ces résultats? Alors, comment en fait ces résultats des recherches, études ont été, disons, reçus par les différentes organisations actives au Burkina? Peut-être c'est une question pour Tokoma. Oui, ce qu'on a omis de dire en fait au début, c'est que lorsque on a entamé ce processus-là, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape déjà où on a dû former les participants, les partenaires du programme, déjà au concept, etc. Et on a fait venir un profil qui nous paraissait assez intéressant. En fait, c'est un Congolais qui vit en Belgique depuis longtemps, qui s'appelle Aïma, qui est chercheur, université, je pense à UICL et qui est venu faire pendant 2, 3 jours cette formation-là. Ça, c'était le point de départ. Et là, déjà, on avait invité, je vois que par exemple, René de Trias était avec nous, Africalia aussi était avec nous. Donc, dès le début, on a pensé à ouvrir ça. Lors de cette formation-là, on n'a pas voulu que ce soit juste sur les partenaires du programme. Ensuite, autre chose que l'on a fait, c'est qu'on a approché l'ambassade
qui a co-organisé avec nous, l'ambassade de Belgique ici au Burkina, qui a co-organisé avec nous des ateliers de réflexion en fait sur le décolonial. Et donc ça a été fait. Je pense qu'on a dû faire au moins 2 ateliers, mais avec l'ensemble des ACNG belges qui voulaient construire, discuter, échanger avec nous, former en fait un noyau où on peut travailler ensemble et approfondir, élargir la question au Burkina Faso. Donc ça a été fait et ça a été aussi assez intéressant, je pense, pour le programme et pour les acteurs au niveau du cadre stratégique commun. Et autre chose qu'on a fait aussi lors de l'atelier, en fait, c'est Oxfam qui l'a piloté. C'est pas PD qui l'a piloté. On l'a donné à Oxfam qui avait la légitimité déjà d'être le lead du CSC, d'organiser, d'inviter ça pour que ce soit étendu à l'ensemble en fait des partenaires qui souhaitaient s'exprimer, réfléchir autour de cela. Et les discussions ont été très intéressantes lors de l'atelier. Par exemple, une question qui peut vous surprendre, c'est que quelqu'un a posé la question, OK, mais bon, on a parlé beaucoup de décolonial, mais et si c'était les Africains qui avaient dominé l'Occident, est-ce qu'on n'aurait pas fait pire aussi? C'est une question qui a mis tout le monde par terre parce qu'en fait, on ne s'attendait pas à celle-là. Parce qu'effectivement, on peut se poser la question, est-ce que si la même approche avait été disons, pilotés par l'Afrique ou bien par l'Amérique du Sud ou bien, je ne sais pas, par l'Inde, etc., est-ce qu'ils auraient fait différemment? Est-ce qu'ils auraient fait mieux? Certains disaient, bon, peut-être qu'on aurait fait pire et d'autres disaient que non, parce que, en fait, on a des structures sociales en Afrique qui nous empêcheraient de faire cela. Et donc, le débat n'était pas tranché, mais ça montre, en fait, l'intensité des débats et la volonté de réfléchir, mais sur tous les aspects sans tabou, sans filtre. C'est ce qui a été fait. Et je pense que aussi un point fort sur lequel les gens ont beaucoup discuté parce que ça ressortait souvent, ce nationalisme en fait qui est en train de monter à travers bon, les coups d'État, les résultats de ces coups d'État, etc. Une chose était claire, en fait, je pense, lors des débats, c'est que le nationalisme, c'est la guerre. Ça, c'était une des conclusions fortes. Et on doit être absolument attentif à ces aspects-là. Et voilà, on pourrait encore donner d'autres choses. Hein. J'ai parlé tout à l'heure des BRICS, etc., qui sont en train de se développer avec l'Afrique du Sud, la Chine, la Russie, etc. Pour nous, on voit ça comme un développement international. C'est une géopolitique qui est en train de se reconstituer avec plusieurs polarités maintenant. Mais en fait, en même temps, ça ne nous inquiète pas parce qu'on se dit qu'il faut absolument que l'Afrique soit tout à fait attentive parce qu'il ne faut pas qu'on le reproduise dans d'autres foyers le système colonial. Ça, ce sont des débats en fait qui sont en train de se mener et on veut vraiment réfléchir et anticiper sur ça. Merci beaucoup, Tokoma, pour cette clarification. Zijn er nog andere vragen? Is er Y a-t-il iemand encore die d'autres nog questions? Y iets a-t-il wil encore delen? quelqu'un qui souhaite bedenkingen? partager quelque Je vais juste chose? ajouter par rapport à ta question, c'est-à-dire que c'est comme Tokoma l'a dit, hein, on a eu un atelier de restitution qui ne s'est pas limité aux acteurs du programme, de notre programme. Alors, il y a eu d'autres acteurs qui ne sont même pas dans le programme. Et donc, on a discuté, les chercheurs étaient là, ils ont présenté les résultats et il y a eu vraiment une discussion. Et même nous, en tant que des acteurs locaux, entre nous, nous avons discuté. Parce que nous avons dit, il y a nous aussi notre part de responsabilité qu'il faut qu'on assume. Alors, il faut que chaque acteur, en ce qui le concerne, assume ses parts de responsabilité dans tout ça. Il ne faut pas jeter la faute à X et puis bon, on s'assoit, on dit comme si nous sommes, nous sommes innocents. Non, il y a aussi que nous sommes dans un système qui emballe des trucs. Et tout comment est revenu là-dessus, nous ne croyons pas à ces sentiments de nationalisme pur qui se dégagent. Alors, nous pensons que ce n'est pas ça qui est forcément la solution. Alors, maintenant, il faut analyser les facteurs. Et je pense au début, on a dit, les coups d'État, ça vient de quelque chose. Alors, maintenant, il faut questionner cette chose et voir comment on va s'élever au-dessus de ça. Et pour terminer, c'est comme nous, on l'a dit, hein, l'impérialisme égale l'impérialisme.
qu'il soit russe, qu'il soit chinois, il soit comme un français, truc. Voilà. Donc, on n'est pas à chercher et à remplacer un autre par un autre. Voilà. On peut se battre pour une souveraineté correcte. On peut avoir des liens de coopération avec tous les pays de façon égalitaire. Je pense que c'est sur cette voie que vraiment on est en train de travailler là-dessus. Voilà. Merci. Oké, dankjewel. Merci beaucoup. Jacqueline Tansia heeft nog haar hand opgestoken. Merci, dus Jacqueline aan u Tansia. het woord. Alors, à vous la parole. Bonjour, goedemorgen iedereen. Met Tracy Tansia hier Bonjour van à tous et à 1111. toutes. Mon deuxième Jacqueline nom, c'est Tansia de Jacqueline. 11 Donc 11 voilà, maintenant tout le monde le sait. Merci beaucoup Tokoma pour vraiment l'étude et le travail au Burkina Faso. Je parle souvent de ça avec Dorine Africania qui nous suit ici. Je pense que l'étude que vous avez fait est très similaire à ce que 1111 fait et les conclusions aussi et les recommandations dans tout le parcours que nous avons fait aussi de la décolonisation. Je pense que Irit est là et pour aussi rajouter des éléments de là-dessus, mais je vois vraiment que c'est les recommandations, les analyses sont les mêmes, malgré que les pays sont différents et les contextes sont différents. C'est une preuve que nous faisons aussi tous un bon travail. Moi, j'ai deux questions. La première question, c'est par rapport au safe space. J'ai compris que vous avez fait des échanges avec l'ambassade, où il y a des échanges intéressants. Comment est-ce que vous faites pour que ce soit un safe space, dans le sens que les gens se sentent libres de dire ce qu'ils pensent? Parce qu'on voit souvent qu'il y a quand même parfois de la peur des partenaires de dire certaines choses, surtout quand on parle de décolonisation et qu'il y a un bailleur devant, que le bailleur soit blanc ou noir, mais ça reste un bailleur et c'est une relation de pouvoir. La deuxième chose que je voulais savoir, vous avez fait l'étude au Burkina Faso sur le terrain, mais est-ce que vous avez échangé avec d'autres diasporas africaines, que ce soit au Congo ou en Belgique, qui travaillent aussi sur la décolonisation, pour voir où il y a des points similaires, où il y a des points de différence, parce que voilà, c'est important d'avoir aussi des voix critiques pour bien pouvoir avancer. Voilà mes deux et trois questions. Encore une fois, merci Tokoma pour toutes les explications et les réflexions. Je trouvais ça très intéressant et j'ai hâte de venir au Burkina Faso aussi pour apprendre plus. Parce que c'est vrai que le mouvement nationalisme, que ce soit lead par la Russie, voilà, ça reste l'impérialisme, mais ça vient de quelque part d'une certaine frustration qui existe en Afrique de l'impérialisme et le néocolonialisme. Et là, le but, c'est comment nous faire en tant qu'ONG pour se lâcher, allez, ne pas être aussi dans cette même réflexion néocoloniale comme on a été dans le passé. Merci. Merci beaucoup. Très content de savoir que on aussi a développé la même approche, etc. Parce que plus on sera nombreux, plus en fait on pourra faire bouger les lignes et les choses. Et c'est très intéressant d'entendre ça. Maintenant, comment est-ce qu'on a fait asseoir en fait cette liberté d'expression lors des ateliers? En déjà commençant par une chose essentielle. Et si vous avez fait attention un tout petit peu au début aussi, c'est par ça que j'ai commencé. En fait, c'est de mettre les gens en confiance en disant qu'on ne vient pas en fait pour pointer le doigt sur des personnes. Nous, on a commencé en mettant la caméra vers nous d'abord. Et il faut savoir que ce travail-là d'introspection personnelle est extrêmement important. Quand on va faire ce travail-là, il ne faut pas regarder très loin. Il faut regarder d'abord devant soi. Parce que c'est extrêmement important. On est tous victimes. Et c'est ça, d'abord, le départ. Si on est convaincu qu'on est tous victimes parce qu'on a été tous conditionnés, en fait, à réfléchir, soit négativement, soit positivement, soit en se considérant supérieur, soit en se considérant inférieur, c'est bien parce que depuis l'école, depuis notre bas âge, ou bien depuis les os humains, depuis en fait la théorie de Darwin, etc. Et ça, c'est depuis des années et des années que ça a été construit. Donc, on est tous, disons, impactés par cela. Donc, il faut commencer par ça, parce qu'il faut commencer à donner aux gens du courage et à leur faire comprendre que, en fait, il n'y a pas besoin d'accuser des gens. Mes collègues qui sont à Bruxelles aujourd'hui n'étaient pas là quand la colonisation se faisait. Ils ne sont pas coupables de cela. On a tous hérité en fait de cette superstructure. Et cette superstructure, en fait, c'est à nous de nous poser les vraies questions sans filtre
sans haine, sans animosité pour pouvoir répondre collectivement ensemble à cela. Donc, je pense à chaque atelier, on a pris au moins 15, 10 minutes pour expliquer ça, pour asseoir ça, pour que ce soit des safe spaces dans lesquels les gens peuvent s'exprimer de façon très libre. Et ça a marché. Ça a marché parce qu'on a pris le temps de faire ça. Donc, chaque début, je crois qu'il faut le faire. Il ne faut pas que les gens partent dès le début en s'accusant, en se regardant en chien de faïence, quoi. La deuxième question, aussi, c'est comment est-ce qu'on veut internationaliser ça? Déjà, ce que j'ai oublié aussi de dire, c'est que, en fait, les termes de référence de cette étude-là, on a repris, en fait, parce que notre siège avait commencé à réfléchir à différents aspects sur lesquels, au sein de notre organisation, on devrait réfléchir. On les a repris et on les a adaptés. Donc, ça nous a permis, en fait, de réfléchir au-delà du Burkina pour voir comment connecter cela avec notre organisation qui travaille dans 13 pays. Et ça, c'est intéressant parce que maintenant, on a plusieurs unités d'apprentissage, en fait, qui sont en train de créer des groupes de travail pour que les différents pays puissent se questionner, réfléchir et intégrer ça dans leurs différents programmes. Ça, c'est une chose. Et puis, deuxième chose aussi, c'est que il y a, comme au Congo, mes collègues du Congo, par exemple, m'ont invité de venir en juin là-bas pour animer un atelier sur le décolonial à partir de l'expérience du Burkina. Et les Sénégalais ont fait aussi pareil. Donc, ça veut dire que nous, à partir de notre expérience, on peut aussi aider, justement, par exemple, ne serait-ce que nos collègues à diffuser cela. Mais j'ai aussi l'autre aussi réseau qu'on est en train de faire, c'est que par exemple, je connais bien René de Trias, je connais bien les gens de Haute-Terre, je connais. Donc, il y a un petit réseau ici, en fait, que l'on est en train de constituer au Burkina, pour qu'ensemble aussi, on puisse mixer nos différentes expériences. Je parle aussi d'Africalia, je ne devrais pas l'oublier, RCN, etc., IMT. Tout cela, l'idée aussi, c'est de pouvoir créer un groupe à partir de nos différentes expériences, pas seulement de celles de PD, mais aussi des autres, pour pouvoir, et je discute par exemple souvent avec Île de Paix, voilà, pour qu'on puisse rassembler nos différentes expériences et en faire quelque chose de collectif. Donc ça, c'est le projet que nous sommes en train de porter et de construire petit à petit. Oui. Merci beaucoup, Tokoma. Merci, merci en tout cas, merci pour ton explication. Et c'est bien que tu travailles internationalement. Désolée, Suzy, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais juste dire encore que n'oubliez pas la diaspora africaine en Europe parce que souvent on dit que notre lutte et la lutte de l'Afrique n'est pas la même chose, mais c'est exactement la même chose. Donc, c'est bien de travailler ensemble. Merci. OK. Je voulais ajouter juste 2 mots, si possible. OK, c'est contrairement à ce que Jacqueline pense, quand nous étions à l'ambassade de Belgique, on n'a pas senti la timidité. Parce que, quoi qu'on le dise, hein, même si nous ne parlons pas du problème, tout le monde sait que la question du décolonial est un problème aussi bien pour ceux dont les grands-parents étaient les colonisateurs que ceux qui ont été colonisés. Et justement, le nationalisme est peut-être une réponse émotionnelle. C'est pour cela que si on commence à réfléchir ça de façon raisonnée, de façon rationnelle, c'est un combat d'avant-garde. Et on a vu que, aussi bien les partenaires que l'ambassade, c'est une question qui les intéressait. Et moi, je ne travaille pas un secret en disant que ce jour-là, nous, on a trouvé que le personnel de l'ambassade même était beaucoup plus critique vis-à-vis de la coopération que certaines organisations au niveau de la base. Nous, on trouve que c'est très bien. Donc, c'est pour cela qu'on ne cesse jamais de répéter, c'est une co-construction d'un monde beaucoup plus juste. Et ça doit intéresser tout le monde. Parce que ça ne va pas tout le monde sans que le monde vit une sorte de malaise. Et c'est justement réfléchir sur les décoloniales, c'est prendre les rênes, mener un combat d'avant-garde pour qu'on puisse ensemble voir comment on sort de ce malaise de la manière la plus humaniste possible. L'autre chose avant de passer, c'est qu'on est, par exemple, au niveau de l'ODJ, nous, on a des journées. Naturellement,
la situation sécuritaire fait qu'on a dû arrêter ça, mais on a des journées où on invite, en tout cas, tous ceux qui sont intéressés par la question de la domination coloniale à se retrouver à Ouagadougou pendant 3 jours. Donc, on invite très souvent des gens de l'Amérique, des gens de l'Europe, des autres parties de l'Afrique. Il y a certains qui viennent, il y a d'autres qui ne viennent pas, pour dire qu'on est à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau du monde. Maintenant, avant de sortir, j'aimerais savoir qu'est-ce que signifie 11-11-11 et pourquoi l'organisation là s'appelle 11-11-11. Merci. Die vraag kan ik heel Moi, kort... je vais juste ajouter pour dire ce qu'elle a dit. Et les collègues sont revenus là-dessus. Hein. Je pense qu'à l'ambassade, le débat qui est ressorti, il faut qu'on cherche il peut y avoir deux manières de voir la question. Il peut y avoir la manière de voir la question de l'autre côté, qui n'est pas forcément ce que nous qui sommes ici, on le veut. Mais nous avions dit, c'est de bonnes guerres. Ça sera à chacun de savoir ce qu'il veut de se battre pour s'imposer. Si ça vient de l'extérieur et que nous nous laissons l'extérieur, bon, dominer, il n'y a pas de problème. Mais si nous prenons déjà conscience et que l'extérieur sait qu'il y a des gens qui ont pris conscience, je pense que ça pourra nous permettre de pouvoir mieux aller de l'avant. Donc, c'est comme il a dit là, c'est très important et nous pensons qu'effectivement, on doit travailler quand même à pouvoir mieux aborder la thématique de façon raisonnée. Et si je ne le dis pas, tu peux couper là-bas. Si je ne le dis pas, ce serait injuste. Effectivement, quand on préparait l'atelier sur le décolonial avec l'ambassade, c'est en fait un des agents de l'ambassade s'est déplacé jusque dans mon bureau pour en discuter avec moi. Comment est-ce qu'on peut organiser, etc. C'est pour dire qu'ils étaient plus qu'intéressés et ils y croyaient. C'était hyper sincère et ça, je veux le témoigner. C'était pas quelque chose qu'ils voulaient faire, qui obéissait à un agenda pour avoir l'air d'être gentil. C'était extrêmement sincère et c'est pour ça qu'on s'est engagé avec eux. Sinon, on ne l'aurait pas fait, ça c'est clair. Oké, dankjewel. En ce qui concerne 11-11-11, c'est la SPON de la Belgique. Donc, c'est la coupole des ONG belges. Ik zie dat René van Trias Je vois que zijn hand René de heeft Trias opgestoken. a encore levé la main. René, Alors, je vais vous René, donner la parole, mais essayez d'être bref parce que le temps court vite. Ok, merci. Je vais essayer. C'est juste un commentaire et ensuite une question que j'ajoute aux discussions. Je voudrais juste mentionner que toutes ces initiatives de BD sur le processus décolonial constituent une dynamique en fait concordante avec les choix stratégiques que Trias a fait à l'interne de également travailler sur cette thématique. Euh, les échanges portés par BD nous permettent aussi de nourrir des réflexions sur des trajectoires internes sur lesquelles nous travaillons depuis un certain nombre d'années, depuis déjà 2 ans. Les conclusions aussi du rapport que j'ai eu le temps de parcourir sont assez explicites et je pense que vont nous aider en termes de réponses concrètes à certaines préoccupations, questions que nous posons également à l'interne, notamment sur comment ouvrir les instances de prise de décision aux partenaires locaux avec lesquels nous travaillons afin qu'ils soient au niveau où la décision est prise, où les décisions sont prises, également sur comment parvenir de façon progressive à contribuer à l'autonomisation effective des acteurs locaux et comment est-ce que les partenariats que nous tissons avec ces acteurs locaux peuvent être égalitaires. Ce sont des questions que nous posons au sein de l'organisation et donc de la task force que nous également au niveau de Trias, au sein de Trias, nous avons mis en place. C'est dire que il y a des trajectoires différentes, diversifiées, mais nous avons cet objectif commun de travailler à établir des relations très égalitaires, très respectueuses avec les acteurs locaux avec lesquels nous travaillons. Et dans le rapport, j'ai vu également qu'il est mentionné de façon explicite cette nécessité de faire la mue dans les relations de coopération, une mue d'ailleurs qu'il devrait être obligé aujourd'hui de constater.
et qui s'impose également, disons, je veux dire que d'autres types de relations aujourd'hui s'imposent. Sur la question, l'une des recommandations formulées dans le rapport, la question de la décolonisation au niveau du financement, je trouve plutôt, pour moi, l'urgence pour les ACNG de travailler non pas à long terme, mais plutôt à court, moyen terme sur la contribution à l'autonomisation des partenaires locaux. Cela passe pour moi, passe par le transfert des compétences aux acteurs endogènes et également par le soutien à la mise en place d'initiatives économiques portées par ces différents acteurs pour effectivement parvenir à cette autonomisation que nous cherchons. Et la question, c'est pour adresser aux consultants, quelles sont les réactions ou quelles sont les réactions que vous avez enregistrées auprès des participants pendant la collecte quant à l'utilisation du terme décolonisation. Est-ce ils se sont par moments plutôt sentis à l'aise avec les termes autodéveloppement, relocalisation, que l'utilisation du terme décolonisation? Merci. Alors, malheureusement, en fait, le consultant, bon, n'est pas ici, en fait, hein, mais Tokuma, peut-être vous avez encore 1 minute pour donner une réponse assez concise, parce qu'en fait, on est presque à la fin et j'aimerais bien clôturer. À vous la parole pour donner une réponse assez brève. Ok, juste pour la question de René, effectivement, tout le monde n'était pas d'accord sur le mot décolonial, mais je pense qu'après, dans les débats, on était d'accord que ce n'est pas le mot qui est important, mais ce que l'on met derrière. Et finalement, c'est comme ça qu'on a pu régler ça. Parce qu'effectivement, pour certains, décolonial, ramener à décolonisation et donc à un passé assez douloureux. Ils voulaient utiliser un autre mot, mais on ne s'est pas trop étendu là-dessus. On se disait que l'essentiel, c'est de s'entendre sur le chemin et l'objectif que l'on a. Après, peu importe les mots que l'on utilise, ce n'est pas le plus important. Voici un peu comment est-ce qu'on a résolu ça. Un grand merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Moi, je donne encore une fois la parole à Sten pour vraiment clôturer le webinaire. Alors, un grand merci à tous et à toutes hein, d'avoir assisté à ce webinaire et petite réponse concernant René. En effet, on a un peu les mêmes chantiers que pour les autres NGO. Bon, heureusement, et c'est ce qu'on voit également hein, quand on a ces échanges auprès des fédérations ONG. Et on peut encore continuer à faire des échanges, mais en fait, je remercie tout le monde hein, d'être ici. Merci aux interprètes. Et également, je remercie également Yempani, Dagano et Tokoma pour les explications. Je remercie également Suzy et Kathleen ici en Belgique hein, pour leur soutien et support. Et en fait, j'espère de pouvoir continuer maintenant ensemble, petit à petit, hein, phase par phase, au sein de notre votre processus. On n'y est pas encore, mais c'est quand même important de pouvoir continuer à y travailler, de rester critique et de rester dans cette réflexion afin de pouvoir construire vraiment un monde global. Alors, un grand merci à tous et à toutes et à une prochaine. Merci. Merci.